apprendre quelque chose tous les jours, là, c'est ça que j'aime faire. Puis j'ai l'impression que dans le cadre que j'ai, c'est que je suis en train de bâtir une entreprise où, j'espère, je vais pouvoir avoir une voix. Et je pense que je vais utiliser mon entreprise pour avoir une voix et faire du changement. Pour beaucoup de femmes et d'hommes d'affaires que j'ai rencontrés, fonder son entreprise, c'est une fin. Pour Annie Rouleau, c'est vraiment et ouvertement un moyen pour améliorer le sort de la planète. Parfois jusqu'à l'entêtement, mais dans le bon sens du terme. Parce qu'elle tient d'abord et avant tout à faire de l'entrepreneuriat à échelle humaine. Ça part d'une idée. C'est un cliché. Mais pour fonder une entreprise, il n'y a rien de plus vrai. Il y a une étincelle, une vision qui se forme, une audace pour se bâtir et affronter beaucoup d'adversités. Dans ce balado, on va à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leur idée en réalité. On va explorer la genèse de leur idée, les défis qu'ils ont surmontés, les secrets de leur réussite. Parce que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure humaine. Beaucoup d'entrepreneurs parlent de leurs valeurs, mais quand on gratte, parfois on réalise que les actions ne suivent pas toujours le discours. Mon invitée, elle, a fait clairement mentir les sceptiques. Annie Rouleau est derrière The Unscented Company qui fabrique des produits nettoyants sans parfum, avec le moins d'emballage, le moins de plastique possible. Ça va des produits d'hygiène personnelle, les savons, les shampoings, jusqu'aux savons à lessive, à vaisselle, le tout usage. Son entreprise a été bâtie avant tout sur des valeurs très limpides. L'environnement, l'approvisionnement local, la simplicité, un moyen pari quand on concurrence des géants dans l'industrie. Et ça marche. Elle a connu une croissance exponentielle. La preuve que sa fondatrice a un talent et une force redoutables, peut-être un peu parce qu'elle vient elle-même d'une famille d'entrepreneurs. Annie Rouleau, bonjour. Bonjour. Vous êtes née à Montréal en 1969, dans un milieu assez confortable, on va se le dire, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça. À Saint-Isidore-de-la-Prairie, oui, à vrai dire. Ça, c'est pas très grand, ça. Non, c'est pas très grand. 5000 habitants à l'époque? 5000 habitants, oui. Puis votre mère et votre père sont tous deux entrepreneurs. D'abord, votre mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Ma mère, elle avait une boutique à Saint-Isidore-de-la-Prairie, en face de l'église, qui s'appelait la boutique Le Grand Ménage, où elle vendait papier peint et peinture. Donc, c'est quand même assez drôle aujourd'hui que je vende du savon, parce que c'est effectivement le grand ménage, moi aussi. Et votre père, vous avez 8-9 ans, votre père, à ce moment-là, veut se lancer en affaires lui aussi. Oui. Et votre mère lui installe un bureau. Oui. C'est assez cocasse comme moment, là. Ça faisait 2 ans que mon père disait à ma mère qu'il voulait se partir une entreprise qui était dans l'équipement pour construire des réseaux électriques, donc des réseaux de distribution puis de transport d'énergie. Très niché, là. Très, très niché. Et finalement, ma mère était tannée de l'entendre parler. Elle a pris la table de pique-nique. Elle l'a rentrée au sous-sol. Elle y a mis un téléphone dessus, puis elle a dit « Bernard, ton bureau, il est installé en bas. » Mais effectivement, il a parti sa business le lundi matin. Et ça marque parce que c'est l'entrepreneuriat dans sa version la plus simple. Ça doit pas être si compliqué que ça. C'est un peu ça le message, là. Puis je le voyais, moi, faire ses appels téléphoniques avec sa tondeuse. Je veux dire, ça faisait partie du quotidien de mes parents, l'entrepreneurship. Ma mère partait à sa boutique, mon père restait à la maison, sur son bureau, sa table de pique-nique. Et le soir, on mangeait à table. Là, il me parlait de cash flow, il me parlait de contrats qu'il avait obtenus, puis il me parlait de vision de bâtir son usine. C'est là que je voyais que, mon Dieu, c'était donc bien facile de faire de l'entrepreneurship, puis de se partir en affaires, puis en plus, il était proche de nous. Je voyais mes parents, moi, c'est pas des gens qu'aujourd'hui, on dit « Oh, l'entrepreneur, il est parti, on le voit pas, il travaille 12 heures, 15 heures, ça se lève à 5 heures le matin, ça se couche le soir à minuit. » Moi, c'est pas ça que j'ai connu du tout. Votre père vous dit d'ailleurs à peu près à la même époque, « Toi, quand tu vas être grande, tu vas l'avoir, ta propre entreprise. » Oui. Est-ce qu'il est sérieux à ce moment-là ou c'est vraiment juste le père qui veut un peu vous donner confiance en vous ou il y a vraiment cette idée-là en tête, moi, je voudrais que ma fille suive mes traces? À vrai dire, il n'a jamais mis beaucoup de pression que je prenne la relève de son entreprise. Ça, j'ai
extrêmement apprécié ça. Mais quand je suis arrivée même à l'université, j'ai reçu le prix à la graduation. Ils m'ont donné un jouet qui était une limousine avec une mention « Most likely to become CEO of our own business ». Donc, je pense que j'avais probablement déjà à l'époque des aptitudes que moi, je ne voyais pas, mais que souvent les autres voyaient, puis je pense que mon père le voyait très bien. Et votre mère, elle, va laisser son grand ménage Oui. pour aller travailler avec votre père. Absolument. C'est particulier. À ce moment-là, comment vous le ressentez? Bien, je voyais que c'était assez clair que l'entreprise de mon père prenait son envol. Puis je vous avoue, un soir, on est tous assis à table et mon père nous annonce une grande nouvelle qui nous dit « Je viens d'avoir mon premier contrat ». Mais le premier contrat avec Hydro-Québec avait une valeur de 1 million. Bon, c'était pas 1 million dans ses poches, là, on va s'entendre, mais il y avait une valeur commerciale d'1 million. Et là, on a comme compris, ma mère l'a regardé. C'est un chiffre qui frappe, là. Bien là, c'était inattendu. Et puis, finalement, ma mère a dit, bon, parfait. Puis ça s'est fait extrêmement rapidement. Ma mère, elle a vendu la boutique, le grand ménage, et puis ils se sont joints et c'est là qu'ils ont bâti leur première usine à Châteauguay. Et puis, ils ont parti ce contrat-là de cette façon-là parce que mon père me disait, il faut quand même bâtir pour avoir des commandes. C'est pas attendre d'avoir les commandes. Puis là, il y avait eu la commande, puis là, il disait non, il faut absolument se lancer. Ça s'appelle Hydrocom. Oui. Vous êtes jeune. Vous voulez joindre leur entreprise en équipement de réseau électrique au départ, mais ils vous disent non. Pourquoi? Oui. Parce qu'un, il faut aller étudier. Donc, c'était hors de question pour mon frère Martin et moi qu'on joigne l'entreprise avant. On travaillait là les étés. On était sur les machines à contrôle numérique. On faisait du ménage. Et ils nous ont dit, vous allez vous chercher une première job. Puis après ça, vous viendrez vous joindre à l'entreprise familiale. Fait que c'était assez clair, puis tant mieux si c'était ça, parce qu'on a fait nos études. Je suis allée à l'Université d'Ottawa en finance. J'ai fait une majeure en finance. Et quand je suis revenue, j'ai joint le parquet de la bourse. Ça n'a pas duré longtemps. Et j'ai parti ma propre entreprise. Donc, j'ai eu une petite période où je suis allée voir mon père. J'ai dit, il n'y a pas un de tes produits que tu peux me donner, puis moi, je vais partir ma business avec ça. Puis c'est ce qu'il a fait. Il dit, voici une ligne américaine, pars-toi en affaires. Pourquoi c'est important pour eux que vous étudiez? Est-ce qu'eux avaient eu la chance d'étudier? Ni un ni l'autre. Okay. Ni un ni l'autre était allé à l'université. Mon père n'avait pas eu la chance de faire son cours classique non plus parce que son père était tombé invalide à l'âge de 40 ans. Et donc, il a fallu, dès l'âge de 14 ou 15 ans, qu'il aille sur le marché du travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Fait qu'avec l'entreprise, il s'est dit, mes enfants vont aller à l'université, puis après ça, ils joindront à l'entreprise. Et vos années en finance à l'Université d'Ottawa, on est à peu près en 92 quand vous graduez là-bas. Exactement. Après, vous revenez. Oui. Et là, il y a la possibilité d'entrer chez Hydrocom avec votre père. Il est venu me voir, j'avais 24 ans, 25 ans. Donc, ça faisait déjà 3 ans que j'étais sur le marché du travail. Il dit, bon, ça te tente-tu de joindre à moi? Première chose qu'il fait, il remercie son vice-président finance et il remercie son vice-président recherche et développement. C'est de la pression, ça? Bien, c'est de la pression, puis c'est pas très bien vu des employés non plus, parce que là, je suis à la fille de « j'ai pas fait mes preuves » et j'arrive déjà dans des souliers que je devais chausser, puis j'avais pas les compétences pour le faire. Là, j'arrivais de l'université, mais mon père avait comme idée qu'il aimait mieux s'entourer de gens qui avaient confiance, puis qu'on était pour le bâtir et que tout s'apprend. Ça a été pas facile avec les employés, mais c'était quand même une petite entreprise. On était 35 employés. Donc, à un moment donné, avec le temps, ça s'est atténué. Et dès l'âge de 25 ans, et demi à peu près, moi, j'ai vu les opportunités d'aller aux États-Unis. Il vous confie quand même une mission assez formidable. On veut prendre l'expansion aux États-Unis. Oui. On vise ce marché-là. Et c'est toi qui vas t'en occuper. C'est ça qu'il vous dit. Il me dit, moi, j'ai pas envie de le faire. Il avait 45 ans à l'époque. Il dit, moi, j'ai pas envie de le faire, je suis trop vieux, Dieu sait. Et au grand désarroi de ma mère, moi, je prends le Suburban à l'époque, avec une grosse roulotte équipée. Et j'ai dit, ben où c'est qu'on devrait commencer, trouver? Il dit, Birmingham, Alabama. Va-t'en vers Birmingham, Alabama. Et il dit, on a un fournisseur, une fonderie d'aluminium là-bas. Donc, tu vas te rapprocher de eux. Tu vas pouvoir leur poser des questions. On va tout organiser l'usine d'assemblage. Puis il dit, ça va réduire les frais de transport. Fait que finalement, c'était ça le choix de Birmingham, Alabama. Il n'y avait pas une grande théorie derrière. Donc, c'est ce que j'ai fait. 26 heures plus tard, je suis débarquée à Birmingham, en Alabama.
Et finalement, le premier achat, c'est un matelas, puis se trouver un appartement, là, c'est pas plus compliqué que ça. Et on a bâti l'entreprise là-bas. Combien de temps vous passez là-bas? Malheureusement, pas assez long, 6 ans, 7 ans. Quand même. Dès les premiers 6 mois, donc, on montre une usine d'assemblage. On commence, je m'en vais sur la route. Puis là, je rencontre les compagnies d'électricité pour vendre les produits. Dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de femmes, il faut quand même le dire à l'époque. Et donc, moi, je suis pas mal toute seule là-dedans. Et 6 mois plus tard, le propriétaire de la fonderie débarque sur mon perron. Et il me dit « Annie, I have a bad news. » Fait que là, je dis « Ah oui, quoi? » Il dit « Je fais faillite. » Je dis « Ah oui, quand? » Il dit « À midi aujourd'hui. » Donc là, j'ai appelé mon père. J'ai dit « Bon, ben là, on a une faillite. Il faut le racheter parce que moi, j'ai besoin de lui. » Bon, il dit « Parfait. Vas-y, occupe-toi-en. » Fait que là, j'ai dit, peux-tu venir quand même à Birmingham 10 minutes me voir? Et il me dit, oui, parfait, j'arrive. Il est arrivé. Mais ce qu'il faut savoir de Birmingham, Alabama, c'est que l'été, quand tu débarques de l'avion, il doit faire 55 degrés sur le tarmac. Et donc, mon père est arrivé, il dit, ben voyons donc, il fait ben trop chaud. Il a repris l'avion puis il est retourné à Montréal. Pas vrai. Oui. Je veux dire, j'étais découragée. J'ai dit, là, on n'a pas toute la technologie, là. C'est vrai qu'on commence à avoir les emails. Puis finalement, il me dit, Annie, t'es capable de faire. Donc, il m'a instauré non seulement la confiance en moi, la capacité de réussir aussi. Puis de pas avoir peur de l'échec. Il m'a jamais mis cette pression-là. Donc, je pense que c'est les plus beaux cadeaux qu'il m'a laissés en me donnant cette opportunité-là. À Birmingham, vous dirigez ça de 96 à 99, si Exactement. je ne me trompe pas. Et on est dans des années quand même fastes pour l'hydroélectricité, parce qu'il y a la crise du verglas en 98. Vous chômez pas, on peut dire. My God, non. J'ai malheureusement pas vécu ici sur le territoire. Moi, je l'ai vécu dans l'usine et une fonderie d'aluminium où on était des fournisseurs stratégiques à Hydro-Québec à l'époque. Et nous, c'était du 7 jours semaine. La fonderie, ça chômait pas. Parce qu'il fallait, évidemment, reconstruire tous ces pylônes-là, tous ces les liens. connexions, Ouais. la connectivité. Cette période-là, est-ce qu'elle est charnière pour vous? Grâce à cet événement-là, on a été vus par nos compétiteurs. Et donc, c'est là que mon père a eu une offre d'achat en 2000. Oui, il va se faire... C'est ça. c'est son principal concurrent qui vient le voir. Oui, c'est absolument. McLean Power Systems. Exactement. Et la façon dont ils vont lui offrir d'acheter la compagnie, c'est assez particulier aussi. Là. Bien, ça s'est fait extrêmement rapidement. Mon père me téléphone puis il me dit « Annie, on a une offre sur la table. Est-ce que tu veux venir à Montréal? On va les rencontrer. » C'est ce que je fais. On se rencontre dans un Saint-Hubert à Châteauguay. Et sur une napkin, il y a eu un montant d'écrit. La napkin a été pliée en deux. Mon père a pris la napkin puis il a mis ça dans son veston. Et le soir, il me dit « la compagnie est vendue. » Ça a été un moment charnière, comme quoi qu'on pouvait avoir des partenariats puis des ventes d'entreprises ou des transactions aussi dans l'harmonie. Parce que souvent, on entend que c'est quand même difficile. Et moi, c'est pas ça que j'ai vécu comme expérience. J'ai vécu vraiment une superbe expérience de transition. Oui, parce que vous faites partie du deal. Oui, c'est ça. Ils vendent l'entreprise, mais vous venez avec. Je viens avec. Je suis retournée à Chicago pour négocier un petit peu à la hausse parce que ma compagnie aux États-Unis n'était pas prise en compte. Donc, ils achetaient le Canada, puis finalement, ils mettaient les États-Unis avec. Puis je me suis dit, non, on a bâti quelque chose aux États-Unis, ça vaut un petit quelque chose. Qu'est-ce qui change quand on a un autre propriétaire? C'est quand même une autre culture là, qui prend le contrôle de l'entreprise. Bien, c'est une belle expérience dans le sens que tu vois autre chose, tu vois une très grande entreprise. Barry McLean, c'est un homme qui avait 800 millions de chiffre d'affaires, donc on n'était pas du tout dans les mêmes registres. Fait que ça a été extrêmement formateur. J'ai adoré mes années avec eux. Ils ont été des gentlemen. Puis la transition, elle a duré 4 ans. Et puis au bout de 4 ans, je leur ai dit, je suis allée à Chicago, je leur ai dit, c'est terminé, il faut que j'aie ma propre entreprise. Mais c'était pas du tout parce que ces gens-là n'avaient pas été corrects avec moi, c'est au contraire. Vous aviez d'autres ambitions. Ben, je voulais avoir ma propre entreprise. Ouais. Je trouvais que mon père m'a toujours dit aussi une chose importante, le contenu québécois, c'est important. Ouais. Donc l'économie locale, d'investir dans notre écosystème. Et là, les profits de la compagnie, même si ils avaient gardé l'usine à Châteauguay, on payait les payes à Montréal, donc il y avait des employés et tout. L'argent, les profits retournaient à Chicago. Et je crois sincèrement que d'investir dans la recherche et développement, d'investir ici, c'est là qu'on crée de la valeur.
d'envoyer ça dans les poches du conseil d'administration, pour moi, ça n'avait pas assez de valeur. Et là, vous prenez une pause salvatrice, je dirais. Vous laissez tout derrière oui. Et vous partez carrément faire le tour du monde pendant 1 an et demi. Carrément, oui. Qu'est-ce que ce voyage-là vient changer chez vous? Parce que c'est là que l'idée germe de votre entreprise. Je pense que ça, c'est une chance inouïe que d'avoir le courage, parce que je pense que c'est assez audacieux à 33 ans, avec un salaire qui était très bien payé, de tout mettre de côté, vendre ma maison et de me dire « je quitte ». Je suis allée faire, je dis le tour du monde, c'est quand même tous les continents, à peu près 15 pays. Donc, j'ai été 15 mois partie sur la route, 1 mois par pays, et ça a tout changé. Ça a tout changé parce que je suis arrivée en Australie sur la côte ouest et je suis allée faire la plongée sur le Great Barrier Reef. Et c'est là que j'ai vu Grande barrière de la corail, grande barrière de corail, effectivement, où j'ai vu les premiers blanchiments, où on a vu dernièrement dans la presse que ça avait encore, au niveau des hectares, encore grandi. J'ai vu le papier, le plastique dans l'eau. Tous les effets de la pollution, tous les effets étaient là devant qui vous. Étaient sous l'eau ou qu'on ne voyait pas nécessairement sur Terre. Et là, je me suis dit, bon, la prochaine entreprise, il va avoir définitivement un impact sur l'environnement. Puis je ne savais pas c'était quoi encore. Et encore, j'étais rendue en Patagonie et The Unscented Company est apparu un matin. Puis je me suis dit, tiens, ça va être ça. Et vous allez même vous asseoir dans les parlements pour écouter les élus parler d'environnement. Oui, c'était ma façon de voyager, juste de me présenter dans le Parlement pour écouter les enjeux économiques, premièrement, les enjeux sociaux et le dénominateur commun, c'était les enjeux environnementaux. Ça commençait à se parler. J'ai vu des avions voler l'eau dans les lacs du Chili pour amener en Argentine pour arroser les vignobles. C'était déjà quelque chose qu'on voyait. Et j'ai cette expérience-là de m'asseoir par maman. Je ne savais pas que les parlements étaient aussi ouverts au public comme ça, qu'on pouvait se présenter. Et puis d'écouter à Cape Town et Pretoria, les 2 capitales en Afrique du Sud, parler premièrement 13 langues officielles, donc 13 fois la même chose qui se dit. Et ce qui m'avait marqué, c'était l'entrée des femmes avec des cercueils d'enfants pour dénoncer le HIV chez les enfants. Donc, autant les problèmes sociétaux que des problèmes économiques et environnementaux, moi, je les ai vécus à travers le Parlement de chaque pays. Et moi, ça a été ma façon de voyager toute seule, puis de m'informer sur ce qui se passait, puis de revenir au bout de 15 mois plus tard, puis d'avoir l'idée en tête. Quand vous revenez, vous n'allez pas tout de suite mettre ça en branle. Vous allez même passer 3 ans à la tête des restaurants commensals. Ça, c'est la famille Chagnon qui vous demande d'aller là. Exactement. Un membre du conseil d'administration de la Fondation Lucie-André Chagnon qui m'approche. Ça fait 10 minutes que j'ai atterri de mon avion, là. Et je suis pas prête à retourner travailler, mais là, il m'appelle, il dit, écoutez, avec la Fondation, on a fait l'acquisition des restaurants Le Commensal et on aimerait ça que tu viennes faire la consultation. Ben, je dis, écoutez, je peux y aller en consultation, mais je prends pas de poste permanent. Je vous le dis, là. Non, on veut juste la consultation. Bon, finalement, au bout de 6 mois, ils m'ont offert le poste de la présidence qui était la partie des restaurants, pas la partie des produits, des mets en épicerie, de la partie restaurant, parce que M. Chagnon avait vraiment une belle vocation. M. Chagnon a eu un diagnostic de cancer et lors de ses traitements à l'extérieur du pays, on lui avait suggéré de devenir végétarien. Il était peut-être aussi là, déjà dans cette mouvance-là, mais ça a été beaucoup plus fort à son diagnostic. Et donc là, lui, il mangeait tous les jours au restaurant Le Commensal sur Saint-Denis à l'époque. Et donc là, M. Chagnon a tout simplement offert d'acheter la chaîne. Et avec la Fondation, il pouvait se le permettre. Par contre, lui avait une vision qui était extraordinaire, M. Chagnon. Il voulait changer les habitudes alimentaires des Québécois. Ce qui est très noble, ce qui est extraordinaire à mon avis, mais on travaille avec des franchisés. Puis les franchisés, ils ont acheté une chaîne de restaurants végétariens. Donc, c'est pour ça que j'étais venue à la rescousse pour voir comment est-ce qu'on pouvait jumeler les deux. Mais je trouve ça remarquable quand même parce que, vous quittez là et vous partez. Il y a un autre projet quand même important qui se dresse là, c'est-à-dire la famille. La famille. Ben oui. Ouais. C'est ça. Fait que là, la famille, là, j'ai un choix. J'ai 40 ans.
Donc, c'est un peu à la croisée des chemins. Est-ce que j'ai des enfants ou est-ce que j'ai pas d'enfants? C'est pas compliqué. On se pose cette question-là à 40 ans. Et puis, on est étiqueté aussi, là. Oui. Je veux dire, on est des âges avancés. En tout cas, il y a un terme à l'hôpital pour ça. Ben, on parle de grossesse gériatrique. Ben, c'est ça. Exactement. Ça dit tout. C'est ça, ça dit tout. Oui. Mais on se pose cette question-là et je trouve la bonne personne pour avec qui avoir des enfants. Il y a un mariage qui se passe et il y a la naissance de 2 beaux enfants. Donc, à 39 ans et 41 ans. Ce que je trouve remarquable, c'est que dans votre profil LinkedIn, vous indiquez, en 2007, j'ai pris un congé parental. Parce que c'est aussi, en quelque sorte, un travail. Oui. Comme vous aviez indiqué aussi, vous étiez parti en voyage en pause professionnelle. Pourquoi c'est important pour vous? Est-ce que vous trouvez qu'on devrait être transparent et écrire ça sur nos profils? Parce que ça en dit aussi sur l'expérience de vie qu'on peut avoir. Je vous avoue, j'ai ajouté ça il y a 2 ans. Parce que je ne me trouvais pas justement assez transparente. Il y avait des blocs qui manquaient, puis je trouvais qu'on n'est pas là pour essayer de paraître autrement que ce qu'on est. Puis si je peux inspirer d'autres femmes à le mettre sur leur profil, puis leur cheminement professionnel, ça fait partie de notre vie. Faut pas voir ça autrement. C'est que je me suis dit, pourquoi je l'ai pas mis avant? Je me suis vraiment posé la question. Et ça, c'est un geste très, très, très délibéré que j'ai fait il y a 2 ans, d'ajouter ces 2 périodes-là sur mon profil. Donc, il y a les enfants qui entrent en ligne de compte. En même temps, c'est un moment important aussi parce que votre conjoint, lui, il avait son entreprise et lui, il déclare faillite à ce moment-là. C'est des années qui sont quoi? À la fois de joie, de crainte, de... Eh, my God, je suis bien mal faite parce que moi, la crainte, c'est pas venu me chercher. Au contraire, la seule chose que j'ai vue, c'est que l'enfant, parce que ça, c'est arrivé le jour de la naissance d'Henri William, le 29 mai, à 11 h. Moi, j'ai donné naissance à 8h30, 9 h. À 11 h, mon beau-père, il rentre et il annonce la faillite. Les maillots de bain Baltec. Oui, les Baltec, c'est ça. Ouais. Mon mari avait une entreprise avec ses cousins et oncles, donc une grosse entreprise familiale sur Chabanel. Magnifique entreprise avec des valeurs de vouloir garder tout sur Chabanel et tout 1000 couturières sur Chabanel. Mais avec une industrie qui quitte vers l'Asie, c'est extrêmement difficile de compétitionner et surtout pour le gouvernement d'avoir de la manufacturation de vêtements ici au Québec. Donc vraiment, c'était inévitable. Ils ont fait faillite. Et puis moi, la seule chose que j'ai vue, c'est que l'enfant aurait ses 2 parents à la maison les premières années de sa vie. Ça fait que je suis vraiment mal faite parce que moi, j'ai rien vu de tout ça. J'ai tout simplement dit à Steven, inquiète pas, on va trouver une façon. Et finalement, 6 mois après, la compagnie Lafayette a été rachetée et on a rappelé Steven pour retourner avec la nouvelle entité. Donc, il a quand même eu 6 mois avec moi puis le bébé. Henri William, c'est extraordinaire. Et il est retourné pendant 1 an. Et donc, j'ai donné naissance à Anna-Béatrice et il est revenu avec sa petite boîte à la maison. Parce que finalement, la transition était faite et tous les vice-présidents avaient été remerciés. Puis j'ai eu le même réflexe. Bon, ben là, Anna-Béatrice va avoir ses 2 parents à la maison. Vous avez vos 2 enfants et là c'est le temps de la lancer, l'entreprise. Oui. Vous allez vous asseoir au coin d'une table au Café Campanelli. Oh my God, t'es bon. Dans Saint-Henri. Dans Saint-Henri. Un papier, un crayon. Oui. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez mettre par écrit « C'est quoi mon rêve? » Oui. Premièrement, l'argent ne pousse pas dans le pommier en arrière. Donc, à un moment donné, les enfants ont 3 ans puis 4 ans. Et Steven me dit « Annie, tu as une bonne idée. Va faire ce que tu as à faire. Moi, je vais rester à la maison avec les enfants. » Bon, ben, je dis « Parfait. » Et donc, il m'a donné la liberté aussi de partir. Donc là, je suis allée voir Tony. Il venait d'ouvrir Campanelli sur Notre-Dame. Je me suis assise avec mon papier et mon crayon. Puis j'ai écrit ma mission. Puis ça a fait un plan d'affaires de 4 pages. C'est tout. Juste ce que j'étais pour faire, comment j'étais pour m'y prendre. Puis juste de voir, là, ça serait quoi la prochaine étape. Et est née l'entreprise. Est-ce que vous l'avez encore, ce papier? Ben oui, je l'ai encore. C'est sûr que j'ai encore. Et non seulement ça, par la suite, j'ai une vraiment fabuleuse personne, Anne-Marie Labarre, qui m'a aidée à rédiger le plan d'affaires de 20 pages pour juste structurer mes idées. Et je vous jure qu'à ce jour, je lis encore et c'est textuel ce que j'ai fait. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand on me pose la question de quoi t'es fière, c'est que je suis restée focus.
Ça part de deux idées toutes personnelles. C'est-à-dire, d'abord, vous êtes intolérante aux parfums, Oui. aux fragrances. Ça vous donne des migraines. Exactement. Ça fait des années que vous préparez vos produits maison vous-même. Et vous dites probablement que vous n'êtes pas la seule à être dans votre situation. Mais il y a plus que ça. Votre voyage, on en a parlé. Oui. Ça vous a sidéré de voir les tonnes de plastique qu'il y a partout, surtout dans l'industrie des produits nettoyants. Donc, c'est comme deux axes qui se croisent. Effectivement, tu sais, je me suis jamais levée en me disant que j'étais pour devenir le leader de liquide à vaisselle sur la planète. Ça m'a jamais intéressée. Et je ne suis pas une entreprise uniquement de produits sans fragrance. Non plus, ça m'intéresse pas. Les gens, au début, me disaient, ben voyons donc, Annie, des produits nettoyants, t'es plus intelligente que ça. Mais là, je disais, plus intelligente que ça, je trouve qu'au contraire, on a le contenu qu'on peut améliorer pour être plus efficace, plus biodégradable, plus naturel, sans parfum, sans colorant. Mais en plus, j'ai le contenant qu'on peut justement redesigner, faire de l'éco-conception, qu'on peut essayer de l'éliminer, qu'on peut essayer de le réutiliser. My God, je trouvais qu'au contraire, j'avais un impact dans une industrie que tous les êtres humains, vous allez utiliser tous les jours. Donc, que ce soit du shampoing, du liquide à vaisselle ou de la lessive. Donc, je trouvais qu'au contraire, mon geste était bien plus à haut impact. Puis vraiment, oui, d'attaquer un produit plus sain, sans fragrance pour moi, mais aussi d'essayer de réduire l'emballage de plastique à usage unique. Puis à l'époque, le vrac, c'est pas aussi tendance que ça a pu le devenir. Là. Vous visez évidemment le zéro déchet, mais on ne peut pas y arriver en claquant des doigts. Non, pas du tout. Je suis 10 ans en avant de tout le monde. La raison, quand je rencontrais un client, puis je lui disais, voulez-vous acheter mes produits? Sont naturels. Ah, là, ça marche pas et ça mousse pas, puis c'est trop cher. Ah, puis il y en avait des gens qui me disaient que c'était de l'eau. Fait que tout de suite, en partant, on partait de loin. Deuxièmement, je lui disais, c'était sans fragrance. Ah, ben là, si ça sent pas la lavande ou le citron pour ma cuisine, c'est pas propre. Donc, on a vraiment deux gros enjeux. Puis là, je leur revenais à la fin. C'est le conditionnement des gens. Oui, hein, si vous voulez, ramenez-moi votre bouteille, je vais la remplir une deuxième fois. Fait que là, vraiment, j'avais trois enjeux majeurs. Les gens ne comprenaient pas. Les gens ne pouvaient pas du tout comprendre que je pouvais offrir tout ça. Parce que c'est demander aux clients de faire beaucoup d'efforts. Ah, c'est trop d'efforts. C'est trop d'efforts. J'étais en avant de mon temps, mais pour une raison ou une autre, je me levais le matin avec des papillons dans le ventre puis je me disais, ben non, il y a quelqu'un qui va finir par l'acheter. Avant d'arriver là, on est en 2011, vous fondez Baleco. Oui. Baleco, c'est le nom... c'est l'incorporation. Exactement. Toujours à ce jour. C'est aussi le nom de vos enfants. Oui, absolument. Balit, Balit. le nom de mon mari. Et Éco, évidemment. Écologique. Pour l'écologie. L'entreprise, commence réellement ses activités plutôt en 2012, mais au début, il y a quoi? Il y a vous, puis un chimiste, puis c'est tout. Oh non, il y a moi. Il y a moi tout seul. Ah, il y a vous tout seul. Il y a moi tout seul et il y a l'appel à l'Ordre des chimistes du Québec. OK. C'est comme ça que ça commence. Et je leur demande 3 noms de chimistes pour produire des produits nettoyants. Parce que c'est quand même assez spécifique. Tu as les produits nettoyants et tu as la cosmétique, tu as le personal care, c'est le soin corporel aussi. Donc, je leur demande, avez-vous des noms de chimistes qui font des produits nettoyants? Et ils m'en donnent 3. Et moi, je m'en vais avec mon petit bâton de pèlerin puis je rencontre les 3 chimistes. Et le dernier chimiste, Monsieur Bouchard, Jean-Marc Bouchard, je rentre dans son bureau, il y a une cigarette il fume une cigarette, correct? Et il raccroche le téléphone, là, tellement vite, choqué. Puis là, je me dis, il dit, moi, il y a un gros client, immense, multinational, qui me demande de faire des produits de lessive, mais c'est pas éthique, ce qu'ils veulent mettre dedans. Et j'ai dit, c'est lui avec qui je vais travailler. Parce qu'il était capable de dire non à un très grand client, parce que c'était pas correct de mettre des produits encore avec, justement, des formaldéhydes, puis avec des produits aujourd'hui, c'est plus nécessaire. La chimie verte, là, elle existe en Europe depuis plusieurs années. Elle est disponible, elle est compétitive. Il y a plus de Et puis, premièrement, elle est efficace. Il y a plus de raison sur la terre d'acheter des produits qui sont pas biodégradables et puis qui sont pas mieux pour votre santé. Donc, c'est ça. Donc là, lui, je lui ai donné ma direction, puis il m'a fait 3 formules. Puis il m'a vendu les formules et je suis partie avec ça. Aviez-vous le vertige un peu? Oh my God, non. Je sais pas comment ça, j'ai pas eu le vertige. Parce que lui, il m'a donné confiance. Il m'a dit, Annie, c'est une bonne idée, moi, de faire quelque chose de bon. Puis il m'a fait quelque chose de bon.
Mais c'est pas simple au départ parce que quand même, il y a 6 banques qui refusent de vous soutenir au ben départ. Oui. Ben là, on est même rendu en plus loin, là. On est en 2016. Moi, j'ai aucun financement de banque, c'est juste du Love Money. Pourquoi? Parce que d'abord, vous êtes une entrepreneure femme. Ben, premièrement, oui, il n'y avait pas de possibilité de financement quand tu débutes une entreprise avec pas de revenus, avec très peu premièrement, d'expérience en entrepreneurship, per se. Est-ce qu'à l'époque, c'était moins visible pour moi parce que j'ai pas fait appel. Ce que j'ai fait, j'ai pris ma maison, j'ai hypothéqué, j'ai pris mes REER, puis je suis allée chercher du Love Money. C'est de même que j'ai parti ma business. Du Love Money de qui? Oui. Mon frère et mon père, oui. C'est beaucoup de love, Oui, ça. c'est très de love, oui. Ils ont été extraordinaires. Puis les subventions aussi, c'est particulier, les subventions gouvernementales à l'époque, les entrepreneurs de 40 ans et plus... Oui, il n'y en avait pas. Sont exclus? On est exclus. Il y a beaucoup de programmes qu'à passer 40 ans, tu es exclu. Donc, déjà, j'étais déjà confrontée à me dire, voyons donc, c'est pas normal là, qu'on soit exclu après un certain âge. Je veux dire, là, j'avais 45 ans, là, j'étais pas... Puis de partir d'une entreprise un peu plus vieille, il y a tellement des belles qualités. Je veux dire, on est un petit peu plus posé, on est plus expérimenté. Je trouvais qu'au contraire, on aurait dû avoir accès à des subventions. Mais est-ce qu'il y avait un peu de sentiment d'injustice, une indignation de votre part? Non, j'avais pas le temps pour ça. Non. J'avais pas le temps pour ça. J'avais mon montant, j'avais mes formules, et puis là, il fallait que je parte sur la route vendre le produit. Puis j'avais commencé à faire une première entrevue, pas une entrevue, une conférence. Dieu sait, là, ça a dû marcher au début. Là, j'ai déjà plus de mémoire pour ça. Et j'ai une fille qui était dans l'audience qui est venue me voir puis elle me dit « Annie, je veux travailler avec toi. » Là, j'ai dit « Je me paye même pas de salaire. Je peux pas te payer un salaire. » J'ai dit « Donne-moi ton nom, je vais te rappeler. À un moment donné, il va avoir une job. » Je la rappelle 6 mois plus tard. Je me suis trouvé un emploi. Et fait que je dis « OK, parfait. » Mais j'ai dit un jour, je vais te donner un salaire de 30 000 $. Puis c'était énorme là, pour moi. Il m'a rappelé au bout de 3 mois, il dit « Je veux m'en venir. » Puis aujourd'hui, la semaine prochaine, on fête ses 10 ans avec moi. Wow. Vous lancez quelques produits au départ sous la marque O? Oui, exactement. Sur la marque OH. OH. Oui. Et OH, c'était Office and Home. Donc, je voulais vendre des produits nettoyants autant pour votre bureau que pour la maison. Par contre, au niveau du branding, c'est un échec à 1000 % parce que je passe après le Père Noël. Ho, ho, ho. Tous les signes de chimie. Donc, les gens se demandaient si c'était de l'oxygène avec de l'hydrogène. En tout cas, j'avais tout. Et quand on disait oui, vite, c'était WASH. Donc, je trouvais pas que c'était très, très joli comme nom. OH, ouais. Donc, ça a été un flop total. Mais, évidemment, à l'époque, j'avais pas eu le courage non plus de mettre un nom en anglais comme marque de commerce. Oui, parce que si vos produits n'irritent pas, le nom en anglais, The Unscented Company, c'est pas de quoi faire plaisir à l'OQLF maintenant. Non, là. C'est ça, exactement. Ça peut irriter plus. Ça l'a irrité. Ça l'irrite encore. Ça l'irrite le public. Mais quand je l'ai fait pas pour une marque de commerce, mais aussi pour un positionnement d'entreprise et de pouvoir sortir du Québec facilement. Mais c'est effectivement au Québec, j'ai des gens qui trouvent pas ça correct. Que j'avais pas un nom francophone et on me dit écoutez, exporter, oui, le Cirque du Soleil, Céline Dion, L'Oréal, Chanel, c'est effectivement tous des bons exemples, mais là moi j'avais pas les reins assez solides, j'avais pas l'argent pour soutenir ça. Et puis c'est drôle, mais une marque de commerce, c'est extrêmement personnel. Quand tu te lèves le matin et puis elle est dans ta tête, tu vis à travers cette marque-là. Donc, c'est pas juste un nom pour trouver un nom. C'était le positionnement de l'entreprise, sa direction, puis la vision. Il n'y a rien qui dit plus ce qu'est l'entreprise que ce nom-là. Là. Exactement. Puis même que le jour que je vais avoir un conseil d'administration, il pourra pas rajouter de la lavande ou du citron. Ça sera pas slightly scented. Ça va rester ce que j'ai bâti. Au départ, évidemment, vous n'avez pas un chiffre d'affaires énorme. Je pense que vous avez 79 000 de premiers revenus, première année. Oui. Première année. Oui. Est-ce qu'il y a un doute à ce moment-là? Est-ce que vous dites... Oui. Là, oui. Le doute s'est installé parce que tu as toujours 11 refus sur 10. Ça en dit long, là, hein? C'est déjà, tu anticipes le prochain nom. Et je me disais, mais je peux pas croire que je suis toute seule à être sensible aux fragrances, toute seule à être sensible à l'emballage de plastique. Et puis là, j'ai eu des doutes. Mais puis là, j'ai consulté des gens. Puis les gens me disaient, non, Annie, continue. Je pense que c'est Normand Laprise qui a vraiment, qui m'a donné ce courage-là de continuer puis d'être persévérante
parce que je suis arrivée le voir au restaurant, puis je le connaissais pas. Donc, c'est pas un ami ou quoi que ce soit. Puis je dis, Monsieur Laprise, moi, quand je viens ici, puis qu'on paye un plat 60 $, puis qu'on va à la salle de bain, puis qu'on se lave les mains, ben moi, je veux revenir, puis pas altérer mon expérience gastronomique. Il dit, t'as bien raison, change-moi le savon partout. Liquide à vaisselle, tout usage pour ses tables, son savon dans la salle de bain. Et là, je me suis dit, bon, OK, ça va être ma niche. Fait qu'on a fait les grands restaurateurs et toute la gang a dit oui. Après ça, autour des enfants, dans les garderies. Après ça, autour des animaux. Je trouvais que un animal qui se fait opérer, on peut pas avoir des produits extrêmement odorants. C'est leur moyen de défense. Donc, il faut les laver, il faut faire les petites doudounes avec des produits sans parfum. Donc, après ça, les gyms, les centres de yoga. Donc là, je me suis dit, OK, c'est comme ça que j'ai parti. Ça, c'est l'institutionnel. Ça a été l'institutionnel qui m'a décidé. Oui. Mais quand vous entrez, vous visitez un Whole Foods aux États-Unis, là, il y a un déclic aussi qui se fait. Je me promène dans un Whole Foods et à l'entrée, il y a une étagère avec vraiment un bout de carton écrit à la main Unscented Products. Et là, ils ont recueilli tous les produits sans fragrance du magasin puis ils les ont mis sur une même étagère. Mais moi, j'ai déjà mon nom The Unscented Company. Et là, je me dis, bon, là, j'ai un avenir dans les chaînes de Vous comprenez qu'il y a une demande. Là, il y a une demande. Oui. Pour qu'ils fassent ça, ça veut dire que les gens le demandent. Les gens recherchent. C'est le déclic. Je suis rentrée, puis je me suis dit, bon, ben là, OK, je pense que j'ai un modèle d'affaires qui va marcher. En 2016, votre entreprise obtient la certification B Corp. Oui. Et ça change beaucoup de choses, notamment pour obtenir des subventions. Mais c'est quoi au juste B Corp? C'est de vouloir générer du profit, parce que c'est hyper important, mais pas au détriment de notre communauté et de notre environnement. C'est dans les statuts d'incorporation. Ça veut dire que toutes tes décisions, que ce soit dans ton innovation, dans tes achats, dans ta vente, dans ton marketing, dans ta communication, il faut penser pas juste au profit. Il faut penser justement à comment on va avoir un impact positif sur notre environnement et sur notre communauté. Puis moi, de y aller dès le début. Puis pour tous ceux qui se partent une entreprise, ce que je trouve intéressant avec cette certification-là, c'est que ça solidifie ta fondation. Tout de suite, tu pars ta business sur une base solide sur tes valeurs. Et puis, oui, ça change tout parce que la BDC, elle est B Corp et elle reconnaît cette certification-là comme une entreprise qui est éthique, avec une gouvernance aguerrie et qui a vraiment des objectifs autres que juste de faire de l'argent. Donc, tout de suite, ça l'aide et c'est le plus bel outil pour faire de la rétention de talent et de l'attraction de talent. Parce que les gens veulent travailler avec des entreprises qui contribuent un peu plus positivement, qui ont un projet, une valeur ajoutée. On n'est plus juste à vouloir un salaire, on veut participer à quelque chose de plus grand. 2019 aussi, c'est majeur. Oui. On vous demande d'apporter vos produits dans un hôtel à Montréal pour un investisseur ou un caché. Oui. Racontez-moi ça. Parce que je reçois un coup de téléphone d'une compagnie de relations publiques de Toronto qui me dit « J'ai un client qui aimerait bien vous rencontrer puis voir les produits. » Je lui demande « Oui, qui? On ne peut pas le dire, c'est un secret. » Parfait, on va se rencontrer dans un hôtel. Ben là, je me dis non. Là, lequel hôtel? Et on me dit au Café Myriade du William Gray. Ben là, j'ai dit OK. Et je me présente là. Et c'est Elise Leon, pour les gens qui ne connaissent pas, mais c'est la directrice de création de Goop.com de Gwyneth Paltrow. Et Gwyneth est assise pas trop loin dans le restaurant. Moi, je n'ai aucune idée que c'est elle et son groupe que je viens rencontrer. Mais il y a beaucoup de bisbilles là, dans le lobby. Mitsu est là pour la rencontrer. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent voir avec les produits de liquide à vaisselle unscented? Finalement, pour me faire dire qu'eux, ils détoxent leurs cheveux, ils détoxent leur corps, ils veulent détox leur maison. Et c'est des Unscented Company qui ont choisi. C'est assez étonnant parce que Gwyneth, dans les fragrances, elle en a quelques-unes, même assez particulières pour certains produits. Là. Exactement. Mais en quelque part, comme je fournis l'ensemble des magasins à travers l'Amérique du Nord de Lush Cosmetics en produits sans fragrance pour nettoyer, il y a quelque chose avec un nettoyage de maison qui fait du sens d'être sans fragrance. Et Gwyneth Paltrow a ramené les produits avec elle, a fait un blog comme Most Essential Products chez elle. Et là, encore là,
ça a été le début d'une nouvelle aventure. Oui, parce qu'elle en place certains produits sur sa plateforme. Oui. Et ça prend quoi, 5 heures, puis c'est en rupture de stock? C'est fini. Il n'y a plus de produits. À quel point ça change quelque chose, l'appui d'une personnalité de son calibre, qui a quand même un tyran énorme, une influence exceptionnelle? Ben, premièrement, ça a tout changé parce que Gwyneth, quand elle a fait son blog, elle me met sur le site de Goop. C'est tout ce qu'on appelle là, le ripple effect qu'elle a. Donc, Yahoo Finance a écrit. Marie-Claude Lortie à la presse m'appelle, écrit un article. Gwyneth à Villemort. La Gazette m'appelle, m'écrit aussi un article. De ça vient Dragon's Den. Donc, elle a été l'élément déclencheur pour tout le reste. Donc, oui, elle a un pouvoir d'attraction énorme. Et j'espère un jour la rencontrer pour lui dire merci. Vous le dites, c'est un peu ce qui a pavé la voie à votre passage à Dragon's Den à CBC. Vous y allez, vous avez un investisseur, puis l'année suivante, moi je me souviens de ça, l'Œil du Dragon en 2020. Ça m'étonne que ça ait été Dragon's Den d'abord et ensuite dans l'Œil du Dragon. Oui. Dragon's Den a vu l'article de la Gazette et a vu l'article dans le Yahoo Finance et ils m'ont téléphoné. Ils ont dit, pourquoi tu viendrais pas faire Dragon's Den? Et moi, ma réponse est, êtes-vous malade? Jamais. Ça ne m'intéressait pas. Premièrement, je suis pas capable d'écouter cette émission-là. Ça me donne des boules dans le ventre. Je vois toutes ces entreprises-là, des entrepreneurs qui ont mis cœur, âme, argent, se faire détruire en 5 minutes. Puis moi, j'avais pas envie de ça. Donc, j'ai dit non. Puis le soir, mon mari me dit, ben là, franchement, Annie, c'est vraiment une belle opportunité. Fait que finalement, je le rappelle, je dis, ben écoutez, je vais le considérer. Et ils me font venir dans le centre Guzzo pour faire les premiers pitchs. Tu as 3 minutes pour pitcher. Dans un théâtre, à 9 h le matin, un samedi matin, pas de café. Ma fille faisait 102 de fièvre. Fait que j'avais pas la tête à ça. Puis j'avais pas vraiment le goût, mais je me disais, bon, je vais l'essayer. Quand je suis sortie de là, ils ont dit, je pense que tu vas avoir un appel. C'est sûr, tu sais, je suis dans des produits nettoyants, écologiques, biodégradables, fabriqués ici, B Corp, Women Owned. Là, je cochais des petites cases. Puis je pense que est venu qu'ils m'ont fait l'offre de passer parce qu'il y a quand même 5000 pitchs. Là-dessus, ils en prennent 100 et seulement que 75 passent à la télévision. Donc, il y a vraiment une grosse sélection. Et donc, une fois mon passage à Dragon's Den, dans l'Œil du Dragon téléphoné. La pandémie, pour beaucoup d'entreprises, restaurateurs, on en a rencontré des gens dans le spectacle, ça a été catastrophique, mais pour vous, ça a été une opportunité, on va se le dire, exceptionnelle, notamment parce que l'approvisionnement local est primordial. Tous vos fournisseurs sont à portée de main. Vous, la chaîne d'approvisionnement, ça n'a aucun enjeu. Alors, quand la pandémie frappe, et que tout le monde a besoin de produits nettoyants en plus en grande quantité, c'est un moment exceptionnel pour vous. Là. Oui, j'ai vraiment fait des croissances de 536 %. Donc, il fallait être capable de subvenir à cette demande-là. Et c'est là que j'ai réalisé que ce que mon père me disait, le contenu québécois est important, dans des situations comme ça, puis on ne pouvait pas rien prédire, mais dans des situations comme ça fait en sorte que moi, je suis allée voir Jean-Sébastien, je suis allée voir François, mes fournisseurs, puis j'ai dit, bon, là, on garde vos entreprises ouvertes, malgré qu'ils n'étaient pas essentiels, c'est des fabricants de bouteilles. On garde les entreprises ouvertes et on va passer à travers de ça ensemble. Et c'est là que j'ai vu que c'est des moments où tu amènes tout ton écosystème vers le haut, avec toi. Puis c'est ici que ça s'est passé, avec des gens, puis j'avais pas de container que j'attendais, moi, là, de la Chine. J'avais pas besoin de ça parce que tout était fait au Québec. De ma bouteille, de mon étiquette, mon bouchon, il n'y en avait pas d'enjeu de fourniture. Tu retardes la profitabilité de ton entreprise parce que fabriquer au Québec, c'est un peu plus cher. C'est pas un secret gardé, là. Mais après ça, tu le regagnes tout dans des situations comme ça. Je vous ai entendu beaucoup dire dans des entrevues précédentes, le suremballage, le plastique, ça nuit beaucoup à l'image des entreprises de nos jours, ce qui n'était pas le cas nécessairement il y a 10-15 ans, et qu'elles doivent s'y attaquer, sinon ça va les rattraper. En même temps, la pandémie, ça n'a pas été un moment glorieux en matière d'utilisation de plastique, là, on va se le dire. Non, au contraire. Est-ce que vous êtes encore convaincu? Est-ce que le balancier est revenu et que là, toutes les entreprises doivent s'y attaquer, sinon ça va les grever? Oui.
Ouais. Moi, je peux vous dire que dans les 2 dernières années, il y a encore un mouvement qui est encore plus fort au niveau de l'emballage de plastique. Maintenant, des gens qui fabriquent des emballages qui n'ont pas de partie non recyclée, c'est dans les lois maintenant aux États-Unis. On ne pourra plus vendre ça. Les taxes sur l'emballage qu'on nous impose, plus d'emballage de plastique que tu mets sur le marché, moi, je dois payer des taxes. Les entreprises qui en mettent sur leur tablette doivent payer des taxes. Et là, on est en train de passer à un prochain niveau. La réglementation sur la biodégradabilité, sur l'emballage aux États-Unis est encore beaucoup plus exigeante. Donc là, oui. Moi, je pense qu'une entreprise qui ne revoit pas, qui ne fait pas d'éco-conception sur son emballage va être archaïque d'ici 3 ans. Vous êtes une pionnière là-dedans et dans un certain minimalisme aussi, je dirais même dans le design de la bouteille et tout. Il y en a beaucoup qui empruntent ce chemin-là maintenant. Comment vous voyez le chemin que vous avez tracé? Comment vous voyez là-dedans par rapport à tous les concurrents qui, maintenant, se positionnent un petit peu de la même façon que vous l'avez fait? Oh, je suis tellement contente. Je trouve que c'est une chose que je peux léguer. Ça va être de dire que j'ai contribué à changer les standards dans l'industrie. Et si je vois mes compétiteurs adopter les mêmes genres de produits d'emballage, ben bravo. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Je pense que moi, le défaut qu'on me reprochait le plus au début, premièrement, j'ai pas de couleur, mon étiquette est trop blanche, elle n'est pas assez visible, ces étiquettes, et ma bouteille, elle est générique. Et ils ont raison. Je n'ai jamais designé une bouteille juste pour moi. Donc, si je ferme mes portes demain matin, n'importe qui est capable d'acheter ma bouteille et de l'utiliser. Mon nom n'est pas gravé dedans, j'ai rien. Au contraire, je veux pas justement générer ces emballages de plastique-là à usage unique pour moi. Donc, j'étais très générique. Mais aujourd'hui, je pense que les gens suivent ça. On veut développer des gammes de produits essentiels, des collections minimales. On veut pas prendre la place et les étagères de métro à n'en plus finir. C'est pas là qu'il faut s'en aller. Il faut s'en aller dans l'autre sens. Il faut réduire notre empreinte. Puis réduire notre empreinte, c'est de réduire l'espace que je prends sur vos tablettes des détaillants. Mais vous contrôlez toujours 100% Oui. des actions de l'entreprise. Le poids, il n'est pas autant sur plusieurs épaules, en tout cas pas sur cet aspect précis-là. Est-ce que c'est parce que vous avez de la difficulté à faire confiance, à faire entrer quelqu'un d'autre, ou c'est parce que vous voulez vraiment avoir le contrôle total? Oui, je pense que c'est un peu de tout. Je pense que j'ai une vision. Même quand Steven a joint l'entreprise, notre première discussion, ça a été il y a un coq dans l'entreprise. Votre conjoint, là. Oui, mon conjoint. Il fallait pas non plus... Parce que justement, dès qu'il y a un homme dans l'équation, la direction et le pouvoir est souvent attiré vers lui. Donc, les gens, même au début, ils rentraient et disaient « Est-ce qu'on peut voir M. Balit, le propriétaire? » Donc, moi, c'était très clair que je voulais bâtir l'entreprise. Je voulais bâtir une entreprise women-owned. Quand j'ai fait Dragon's Den, ils m'ont demandé « Est-ce que vous voulez que votre mari soit dans le bunker qu'il appelait? » Et j'ai dit non. Et pas personne. Je pense qu'il faut démontrer qu'on est capable d'aller dans ces événements-là et assumer nos décisions. Donc, d'assumer d'être 100% propriétaire, c'est s'assurer qu'on va que je vais mener la compagnie avec ma vision. J'ai rien contre un partenaire. J'ai des banques, j'ai des super ententes avec des institutions financières, mais ça reste que j'ai gardé 100% de l'entreprise. C'est pas trop lourd encore, là. Pas en tout. Eh bien, c'est sûr que des soirées, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? On me pose la question. Oui, c'est toute la finance, le financement de la compagnie. Ça l'empêche de dormir, mais après ça, non, j'aime mieux le garder pour s'assurer qu'on développe et qu'on bâtit une entreprise avec un impact réel. C'est bien important. Je ne sais pas si ça vous empêche de dormir, mais vous avez déjà dit que chaque matin, vous êtes confronté à vos convictions. Oui. Parce que le message que vous portez, c'est on peut être rentable et respecter ses valeurs. Pourquoi ça semble quelque chose de difficile et pourquoi ça semble quelque chose de tabou en entrepreneuriat? Parce que c'est toujours attrayant de voir des prix fabriqués au Québec de bouteilles à 30 sous et que tu as une offre à 12 sous ailleurs. En Chine, mais que vous allez continuer à les prendre à bel œil. Exactement. Donc moi, je trouve ça toujours... C'est là qu'on est face à nos convictions. Après ça, on est face à nos convictions parce que on a beau vouloir garder notre B Corp
notre woman-owned, mais on a d'autres enjeux. Je veux dire, 2022 et 2023, là, c'est parsemé de tensions et de turbulences géopolitiques, c'est parsemé d'inflation, c'est parsemé de pénurie de main-d'œuvre où on doit ajuster nos salaires. Et ça fait qu'on n'a pas des années toujours faciles et rentables. Et moi, je me pavane sur des plateformes en disant que c'est possible. Et donc, je suis toujours confrontée à mes convictions, de dire « Oh my God, cette année, ça a été difficile, mais pas juste parce que je suis B Corp, parce que l'économie en général, c'est difficile aussi. » Fait qu'il faut être fait fort de se lever le matin et dire « Non, il n'y en a pas question. On va passer à travers la tempête, mais on va garder nos convictions, puis on va garder ça au Québec, puis il y a quelqu'un qui va nous croire, puis qui va adhérer à nos visions puis nos valeurs. » Fait que oui, c'est ça qui est confrontant. Vous l'avez dit en blague, avec un nom comme The Unscented Company, il n'y a personne qui pourrait arriver puis mettre de la lavande dans les produits si vous vendiez la compagnie. Mais est-ce que c'est une possibilité que vous vendiez un jour? Ou Écoutez, j'ai déjà des offres sur la table. C'est pas ça qui ça, me j'en manque. doute pas. Ouais, c'est pas ça qui manque, mais aucune envie. Je pense que mon plus gros enjeu, c'est de m'assurer d'avoir la pérennité de l'entreprise puis de penser à la relève. Je pense que j'aimerais mieux commencer à penser à ça parce que j'y pense pas vraiment. Puis ça, c'est pas très bon. Je pense qu'on doit avoir un plan de relève, mais je m'amuse tellement dans la business. On a tellement de belles choses à faire. Je vois, là, je commence avec les États-Unis. On est à la genèse, on est au début. J'ai l'impression que c'est mon deuxième bébé qui commence à marcher à quatre pattes. Donc, puis si je suis capable de pouvoir changer quelques affaires dans mon industrie puis de continuer, non, je sais pas. Je peux pas dire que jamais Fontaine boirait de ton eau. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans. Mais même un acheteur qui ne serait pas québécois? Et là là. Mon père, il l'a fait. Il a assuré la pérennité. J'ai vu pourquoi j'avais quitté. Donc, j'espère que je vais me rappeler de cette histoire-là quand il y aura cette opportunité-là. On voit que l'entreprise a encore de l'espace pour grandir. Oui. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous reste à accomplir? Où est-ce qu'elle va être, Annie Rouleau, dans 10 ans? Qu'est-ce qui vous reste comme rêve personnel? Écoutez, moi, je trouve que j'ai une chance inouïe d'avoir eu un professeur à l'université qui, le premier cours, nous a demandé de marquer nos 3 mots pour l'avenir. Comment on définirait notre avenir? Et j'avais dit « to be kind every day », d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours et de découvrir le monde. Alors, apprendre quelque chose tous les jours, là, c'est ça que j'aime faire. Puis, j'ai l'impression que dans le cadre que j'ai, c'est que je suis en train de bâtir une entreprise où, j'espère, je vais pouvoir avoir une voix. Et je pense que je vais utiliser mon entreprise pour avoir une voix et faire du changement. Peut-être dans le cadre universitaire, je ne sais pas, mais je pense que j'aime bien bâtir l'entreprise pour avoir une voix. On espère l'entendre longtemps, votre voix. Annie Rouleau, merci beaucoup. Merci à vous, c'est extraordinaire. Le balado « Ça part d'une idée » est une production de l'Actualité. Recherche et animation, Jean-Philippe Cipriani. Réalisation, Récréation. Mixage sonore et thème musical, Francis Thibault. Musique additionnelle, BAM Musique. Prise de son, Raphaël Limoges-Côté. Ce balado vous a plu? Écoutez les autres épisodes de la série à l'actualité.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là. À bientôt!